Vous avez tous entendu parler de la Reconquista, mais une chose est sûre, personne ne vous l'a jamais raconté comme je vais le faire. Je vais vous parler des techniques militaro-politiques mises en place. Et comme dirait un ami historien, tout ça, c'est la faute des Arabes. Les petits contes de la grotte au chat. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Bon, plus sérieusement, nous allons voir comment le tout petit royaume de Castille a soumis les autres royaumes et mis dehors les Almohades. Alors, cette Reconquista s'est déroulée en deux parties. La première concerne le nord de l'Espagne, qui s'étale du Xe au XIIIe siècle. La seconde va concerner le sud de l'Espagne, qui s'étale du XIVe au XVIe siècle. D'accord, mais en quoi c'est la faute des Arabes? Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre quels sont les fondements de ces deux civilisations. Les Arabes, ou plus exactement les musulmans, ont un point commun avec les chrétiens. Ils trouvent tous les deux leurs racines dans la religion juive, et ce sont les seules religions qui évoquent un dieu avec lequel l'homme peut s'allier afin d'écraser un ennemi et conquérir la terre entière, qui sera la terre promise. Ok, tout le monde vient de s'en prendre pour son grade. La grosse originalité de l'Occident chrétien, comme de l'Orient musulman, c'est que Dieu légitime la conquête du monde. L'islam, comme le christianisme, légitime la conquête par la conversion obligatoire des peuples conquis. À titre de comparaison, les empires chinois, aztèques ou incas, pour ne citer que ceux-là, conquièrent des territoires avec un but affiché bête et méchant, économique par l'appropriation des richesses de l'autre. Mais non, nous on a besoin de trouver des excuses. On motive notre nature expansionniste par la religion, Dieu. Mais cette manière de voir le monde va avoir des conséquences immédiates. La christianisation des territoires du nord et de l'est de l'Europe va légitimer la mise en esclavage des peuples qui refusent de facto cette nouvelle religion, par exemple les Slaves. Slave qui donnera le mot esclave? Tout à fait. Et oui, l'esclave à l'origine est blanc, voilà. Et je vais faire un premier aparté, car comprendre ce point est important pour la suite de la vidéo. Donc, ce phénomène va concerner toute l'Europe de l'Est. Au Moyen-Âge, l'esclavage est aboli par Charlemagne au profit du servage. Le serf cohabite avec l'esclave qui lui est étranger en termes chrétiens et qui est réputé inconvertible. On est dans la pudibonderie et l'hypocrisie sociale. Sauf que les esclaves ne tombent pas du ciel, il faut aller les chercher. Et pour ça, on a des chevaliers teutoniques en Europe de l'Est. Ils sont généralement suivis d'une foule de commerçants qui mettent en valeur les territoires en cours de conquête. Et les commerçants vont s'enrichir facilement grâce au commerce d'esclaves. Mais pour se développer, les commerçants doivent développer plusieurs qualités, notamment être multilinguistes. Et le peuple qui a toutes les compétences requises pour se spécialiser dans les territoires en cours de conquête, ce sont les Juifs. Effectivement, c'est grâce 1. à leur culture multilinguiste, 2. à leur enrichissement grâce à la revente d'esclaves en terre chrétienne. Bon, ça c'est ce qui se passe du côté chrétien. Mais que se passe-t-il du côté musulman à partir du 7e siècle? L'islam va lui aussi s'étendre et créer un empire? Oui, certes. Mais ce qui est intéressant est la méthode employée. Les tribus issues de la péninsule utilisent à chaque fois la même technique. Ils s'allient à la tribu la plus faible afin de vaincre la tribu la plus forte. Et une fois qu'ils ont écrasé la royauté dominante, ils se retournent contre la royauté la plus faible afin de rester la seule puissance en place. Et cela va sans doute vous rappeler la ville américaine de Hamtramck, qui est passée du symbole du multiculturalisme à berceau du communautarisme. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, dans cette petite ville proche de Détroit, le parti progressiste a décidé de s'allier à un micro-parti islamiste. En 2015, les journaux voyaient dans cette ville où un magasin de saucisses polonaises pouvait côtoyer paisiblement une grande boutique yéménite ou une autre boutique de vêtements bengali, cette ville où les cloches des églises résonnaient en même temps que l'appel à la prière islamique, la preuve pour une partie de la gauche américaine que le multiculturalisme n'était pas qu'une utopie progressiste. Sauf que le conte de fées a tourné vinaigre le 13 juin 2023. Le conseil municipal, désormais exclusivement musulman,
et socialement conservateur, a adopté une loi interdisant l'affichage des drapeaux ethniques, religieux, raciaux et politiques. À commencer par le drapeau LGBTQ+, sur les propriétés publiques de la ville. Selon Mohamed Hassan, conseiller municipal, cette décision n'avait rien de discriminatoire, mais visait au contraire à refléter le caractère international de la ville. Ah ben nous voilà rassurés, hein? Comme quoi, c'est important de connaître l'histoire, surtout que cette méthode ne fut pas utilisée que par des empires musulmans. César l'utilisera également, tout comme les conquistadors au Mexique ou au Pérou. Les Arabes, enfin les musulmans, finissent par franchir le détroit de Gibraltar et envahissent l'Espagne ainsi que la région du Languedoc-Roussillon actuelle. Et comme à leur habitude, ils vont utiliser les petites rivalités des seigneurs wisigoths pour s'imposer. Au Xe siècle, la péninsule ibérique est occupée durablement par les Arabes, à 90%, à l'exception des Pyrénées occidentales. Bon bah maintenant qu'ils se sont installés, on va pouvoir les chasser. Oui, trublion, mais pas tout de suite. Regardons cette fois ce qui se passe du côté occidental. En Occident, des révolutions techniques telles que l'invention du collier à cheval permet d'accroître la production, et l'Europe connaît un essor démographique. Mais que faire de cette jeunesse? L'espace européen étant déjà bien rempli, on va les occuper à conquérir la Terre Sainte. Les croisades! Et oui, bon, concernant l'origine des croisades, diverses raisons se mêlent. L'essor démographique en est une. J'aime bien également l'explication que j'avais donnée dans cette vidéo et qui est issue des observations de Georges Duby. Mais passons. Donc les Européens vont essayer de reconquérir des terres qu'ils considèrent leurs. On pense à Jérusalem, bien sûr, mais la Reconquista espagnole s'inscrit également dans ce schéma. Et donc la reconquête va se passer en 2 étapes, d'abord le nord, puis le sud. Concernant le nord, c'est-à-dire la partie composée de vastes plaines assez arides, les Wisigoths installent un système proche de celui des Kazakhs. Ils promettent à des paysans sans terre la propriété du sol qu'ils défendront contre les Arabes. C'est un conflit qui prend la forme d'une guérilla permanente. C'est un système assez banal. Les paysans suivent les Wisigoths pour attaquer les Maures, car dès qu'ils possèdent une arme et un cheval, ils étaient anoblis par le roi, soit celui de Navarre, soit celui de Castille. Du XIe au XIIIe siècle, la conquête de la moitié nord de l'Espagne se fait ainsi, et la mise en valeur du territoire se réalise en créant des petites villes avec l'octroi de privilèges afin d'inciter la population locale à y rester et à s'enrichir. Les monarques s'appuient sur la petite noblesse pour affirmer leur autorité face aux autres petits princes. La culture chrétienne s'impose naturellement sur ces terres quasi désertiques. La reconquête de la partie nord s'étale entre le XIe et le XIIIe siècle. Et à partir du XIVe siècle jusqu'au XVIe siècle, on commence les choses sérieuses. La reconquête des riches terres de la partie sud, dotées de systèmes d'irrigation et d'un artisanat d'exception. Le royaume arabe Al-Andalus est vieux de 500 ans. Il s'est établi en l'an 800 et nous sommes en 1300. Culturellement, il est exclusivement musulman. Le territoire est riche et très peuplé. Donc, exit la politique qui s'appuie sur la micro-noblesse faite de gueux fraîchement anoblis. Un changement de stratégie radicale va devoir être effectué. Et elle va s'appuyer sur la grande noblesse. Cette grande noblesse est mieux armée pour conquérir ces grands domaines et les administrer. Et la grande noblesse va accepter par de belles promesses. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient? Tout à fait, parce qu'ils vont mener des batailles, somme toute assez classiques. Mais l'absorption aussi rapide d'un territoire aussi vaste pose d'énormes problèmes économiques. L'imposition des grands seigneurs va donc augmenter. De plus, la tolérance admise au début vis-à-vis de la religion des autochtones va bien vite être remise en question. Mais malgré toutes ces difficultés, il ne reste plus qu'un royaume qui fait de la résistance. Grenade, ce petit royaume mort qui disposait des troupes très aguerries, tient les chrétiens en échec. La ville est assiégée. Alors, à la tête de Grenade, c'est Boabdil Ier,
Il est issu de la dynastie omeyyade de Damas, et plus exactement pour la petite histoire, suite à des désaccords, puis des luttes internes, des batailles en 749, toute la famille omeyyade fut massacrée, sauf lui. Massacré. Égorgé, pour être exact. L'entièreté de la famille du calife fut oxy, à l'exception d'un des petits-fils du calife Istam, Abd el-Rahman ibn Muawiyah. Celui-ci s'enfuit en Espagne, s'empara de Cordoue en 756 et y fonda un émirat indépendant. Mais bon, revenons à nos moutons, enfin à notre calife. Il va tout essayer, appeler au secours d'autres royaumes musulmans, mais rien ne se passe. Le 26 avril 1491, le siège s'intensifie. Et la reine d'Espagne, Isabelle II, décide de ne pas changer de chemise tant que Grenade ne sera pas pris. Or, le siège dure 10 ans. Elle ne changera pas de chemise pendant 10 ans. La chemise devient couleur café au lait, avec les extrémités de la robe et des manches qui deviennent noires. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, on appelle ces chevaux une robe Isabelle. Ça vient de là? Oui. Bon, dans la nuit du 1er au 2 janvier 1492, guidé par Ibn Koumaza et Abu al-Qasim al-Mouliheh, deux vizirs de Boabdil, le grand commandeur de Léon, Don Gutiérrez des Cardenas et quelques fonctionnaires castillans entrent secrètement dans Grenade par un chemin peu fréquenté. Au petit jour, Boabdil livre les clés de l'Alhambra à Don Gutiérrez dans la tour de Comar. La capitulation officielle date du 2 janvier 1492. Elle est tombée à cause de traîtres? Dirons-nous qu'ils n'ont fait que précipiter sa chute et permettre à Isabelle II de prendre une bonne douche. Quand la citadelle se rend, toute l'aristocratie est autorisée à partir saine et sauve. Le roi catholique garantissant aux musulmans de vivre en paix en Andalousie chrétienne. Bon, les troupes chrétiennes voient passer dans son carrosse le roi Boabdil et sa vieille mère. Arrivé au col où l'on aperçoit pour la dernière fois la ville de Grenade, le jeune roi se met à pleurer. Ce à quoi sa mère lui répond « Vous quitterez donc en enfant ce royaume que vous n'avez pas su défendre en roi. V'lan !» La devise de Grenade était « Il n'y a de vainqueur que Dieu » et il semble qu'à ce moment-là, Dieu ait choisi son camp. Mais ce n'est pas le tout de conquérir. Et l'Espagne, comme je vous en ai parlé précédemment, va avoir de nombreux problèmes. Et l'un des problèmes, c'est toute cette jeunesse qui ne sait que se battre et qui ne sait plus quoi faire. Mais heureusement, nous sommes en 1492. Et qu'est-ce que t'évoques cette date ? Christophe ? Christophe Colomb? Christophe Colomb, la découverte de l'Amérique? Et si ce n'est pas un bon territoire à conquérir, ça ? Et donc, après la Reconquista, s'ouvre l'ère des conquistadors.